Chers téléspectateurs de Senas TV, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous allons parler aujourd'hui de blockchain et crypto-monnaie en Afrique, défis et opportunités pour une finance numérique. Nous savons sans doute que la technologie blockchain peut favoriser l'inclusion financière en touchant les populations non bancarisées. Cependant, les utilisateurs doivent rester vigilants face à la volatilité des crypto-monnaies et aux risques. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Seydina Fall, un expert dans ce domaine. C'est un ingénieur informatique spécialisé en cybersécurité qui s'est immergé dans les technologies Bitcoin, les crypto-monnaies et l'écosystème Web3 depuis 2016. Bonjour Seydina. Bonjour Adjara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Seydina, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous définir, c'est quoi le terme blockchain? Effectivement, le terme blockchain est un terme qui a été beaucoup plus publicité vers les années 2008 avec la naissance du Bitcoin, avec son white paper, c'est-à-dire tout projet qui veut être vulgarisé par son créateur, fait d'abord ce qu'on appelle un livre blanc pour expliquer aux personnes ce dont régit le projet, sa destination, ses objectifs. Donc c'est là que le terme vraiment blockchain a été publicité à travers la naissance du Bitcoin. Et les gens ont commencé à voir vraiment pourquoi la blockchain est importante. C'est-à-dire la blockchain est comme un grand registre distribué où il y a toutes les informations comptables dedans. C'est-à-dire actuellement, si l'on voulait quelque chose de transparent, où toutes les transactions, que ce soit bancaires, financières, ou toutes transactions de la source à la destination finale, doivent être dans un grand livre et tout le monde peut consulter ces livres. Cela, on peut l'avoir avec la blockchain. Donc c'était plutôt ça le but et plusieurs définitions sont apparues, mais c'est quelque chose qu'on peut apparenter à cela, un grand livre distribué, une grande base de données distribuée qui peut être lu par tout le monde et qui ne peut être ni modifiable ni altérable. Alors, comment définiriez-vous le terme la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, en fait, la crypto-monnaie sont plutôt un ensemble d'actifs numériques, c'est-à-dire qu'on peut dire aussi crypto-actifs, qui se basent sur la technologie de la blockchain en elle-même. Donc, on peut avoir plusieurs actifs numériques, à savoir comme ce qu'on utilise actuellement dans les services financiers traditionnels, mais juste que les crypto-monnaies sont des actifs numériques qui sont basés sur la technologie blockchain, donc qui utilisent cette technologie et qui utilisent aussi sa cryptographie, c'est-à-dire sa sécurité en plus. D'accord. Alors, pouvez-vous nous dire quels sont les exemples les plus convaincants de l'utilisation de la blockchain en Afrique? Bon, les exemples les plus convaincants de l'utilisation de la crypto-monnaie et de la blockchain en Afrique, on en a beaucoup. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de le dire, d'habitude, on voit plusieurs personnes en Afrique surtout, qui ne sont pas dans une bonne situation. Donc, quand on leur parle de Bitcoin ou crypto-monnaie ou blockchain, la première approche qu'on leur fait, c'est que vous pouvez avoir beaucoup d'argent en utilisant ça. Donc, ça, c'est normal. Quand on vous dit que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, vous êtes directement attiré. Donc, une des premières utilisations de la blockchain et des crypto-monnaies, c'est surtout ça. L'aspect financier, l'aspect spéculatif. Donc, les gens sont approchés par cela. Les gens on leur sert souvent le discours de « venez investir, vous aurez de l'argent ». Alors qu'en vrai, c'est la première approche, mais en fait, c'est la plus mauvaise des approches. Parce qu'avant d'investir dans tout ce que l'on peut savoir, tout ce que l'on voit, il faut d'abord avoir les bases. Qu'est-ce qui se fait? Je reviens dans le domaine traditionnel. Avant d'acheter un terrain, avant d'acheter une maison, avant d'ouvrir un compte bancaire, on regarde si le terrain est bon, la terre est bonne, etc. Donc avant aussi d'investir dans les crypto-monnaies, il faut connaître le domaine, connaître les risques, comment garder ces crypto-monnaies. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Et le deuxième aspect des gens qui utilisent les crypto-monnaies, ce sera plutôt les paiements transfrontaliers. C'est-à-dire les gens ont découvert qu'à travers cette technologie, ils peuvent envoyer de l'argent
du Sénégal ou en Afrique jusqu'à un autre continent sans frais et rapidement. C'est-à-dire, si on voit dans le monde classique un virement bancaire, que ce soit des grosses sommes, des milliards de dollars ou des milliards d'euros, entre deux banques qui ne sont pas dans le même continent, cela peut prendre 2 à 3 jours. Si c'est entre deux banques qui sont dans c'est les deux mêmes banques, juste qu'ils sont dans deux régions différentes, cela peut être instantané. Mais avec la blockchain, la révolution a été que le transfert va se faire automatiquement et sans frais. On peut avoir jusqu'à 0,001% de frais. Donc les gens aussi ne connaissent pas cet aspect de la crypto-monnaie, c'est-à-dire que peut-être que les gens qui savent, qui ont des enfants, qui sont à l'extérieur et qui payent des frais exorbitants, peut-être qu'ils ne savent pas qu'il y a une technologie à côté qui peut envoyer directement à leurs enfants de l'argent directement à efficacité à moindre coût et qu'ils n'ont pas besoin d'attendre. Parce que quand je dis efficacité à moindre coût, c'est-à-dire l'efficacité revient aussi sur que c'est des services qui sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est-à-dire toute l'année. Depuis la création du Bitcoin en tant que tel, depuis plus de 5000 jours, le réseau Bitcoin n'a jamais cessé de fonctionner. Alors que cela peut arriver avec une banque ou un service qui ferme le week-end, etc., ou une banque qui a une indisponibilité. Cela n'arrive pas avec cet aspect-là. D'accord, d'accord. On a aussi un autre aspect où les gens utilisent la blockchain et les crypto-monnaies pour les financements. C'est-à-dire, comme je disais, c'est un grand livre comptable. Il y a certaines personnes qui ont envie de savoir où sont parties leurs aides financières, les flux financiers et qu'est-ce qui les garantissent. Donc, ils ont commencé à intégrer la blockchain pour pouvoir avoir cette traçabilité, comme on a avec la blockchain, une traçabilité qui n'est ni altérable ni modifiable. D'accord, Donc, d'accord. ils utilisent C'est ça plus aussi. fiable, quoi. Voilà. D'accord. Alors, quels sont les principaux risques de sécurité, Seydina, associés à l'utilisation de la blockchain et les crypto-monnaies? Parce qu'il y a des risques quand même. Oui, en fait, il y a, je dirais même, autant de risques que d'avantages. Et ça fait vraiment très longtemps que je suis dedans, depuis 2016. Je veux dire que le meilleur conseil que je donnerais à quelqu'un, c'est d'abord d'étudier les risques avant les avantages. Parce qu'on peut se réveiller du jour au lendemain, avoir une fortune en crypto-monnaie et tout perdre. Et on n'aura pas quelqu'un ou, par exemple, on n'aura pas une banque ou quelqu'un dire voilà, on va faire des procédures pour me rembourser mon argent, etc. Donc le premier risque, c'est savoir garder au moins ses crypto-monnaies. C'est-à-dire, on a plusieurs moyens d'avoir déjà des crypto-monnaies. On peut aller dans une plateforme d'échange. Actuellement, avant, ce n'était pas le cas. À la naissance des crypto-monnaies, avant, c'était plus difficile d'acquérir une crypto-monnaie. Mais de plus en plus, on avance dans le temps, de plus en plus, les gens en font leur business, ouvrir des applications d'échange, ouvrir des plateformes, ouvrir des points. Même au Sénégal, il y a des points d'échange, etc. Donc, on peut aller dans ces points d'échange ou aller dans ces plateformes, acquérir des crypto-monnaies. Mais en acquérissant des crypto-monnaies dans ces plateformes, si on les laisse dessus, on laisse notre fortune dans ces plateformes. Donc, le premier risque, c'est que ces plateformes aussi peuvent être attaquées. Bien sûr. Parce qu'une plateforme qui garde beaucoup d'argent, c'est-à-dire c'est comme une banque qui garde beaucoup d'argent, et elle est susceptible de vol. Quelqu'un qui va voler, il va voir là où il y a beaucoup d'argent. Oui, Donc, une plateforme, plus elle dit j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de fonds, venez vous inscrire, plus elle est sujette à des attaques des gens qui sont cybercriminalité, etc. Donc, le premier réflexe de quelqu'un qui achète à travers une plateforme de crypto-monnaie pour atténuer ces risques, c'est de les sortir de cette plateforme-là. C'est-à-dire les amener vers ce qu'on appelle des portefeuilles froids. C'est-à-dire le portefeuille qu'on a dans les plateformes, c'est comme si on confiait toujours notre argent à la banque. Alors que c'est le premier principe de la décentralisation avec les crypto-monnaies, c'est d'avoir notre propre banque. Mais en ayant notre propre banque, on est notre propre responsable. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment être responsable avec cela. Donc, ce qui existe maintenant en termes informatiques et dans ce milieu, c'est qu'on peut avoir des portefeuilles froids. Ce qu'on appelle des portefeuilles froids, c'est-à-dire on a un portefeuille où il est généré par 12 mots. C'est ça le principe de la création d'un portefeuille de monnaie. À travers nos téléphones, on a nos portefeuilles avec nos Orange Money ou Wave, avec nos numéros de téléphone, on rentre dans l'application avec nos numéros et on a notre solde. Mais avec la technologie Bitcoin ou les crypto-monnaies, on a une génération de 12 mots. Et ces 12 mots-là, c'est ce qu'on appelle notre clé privée. C'est cette clé privée-là, il ne faut jamais de la vie la donner à quelqu'un. Il ne faut jamais tomber dans
les risques que quelqu'un vous dise « donnez-moi votre clé privée, donnez-moi ça ». Ou tout stratagème qu'il peut vous dire pour que vous lui donniez votre clé privée, jamais. Parce que à travers ces 12 mots-là, quand vous perdez, c'est-à-dire quand vous mettez ces 12 mots-là dans une application pour voir vos crypto-monnaies ou dans une application Internet ou autre, c'est-à-dire que vous récupérez l'ensemble de vos fortunes et l'accès à votre compte. Même quand vous mettez ces 12 mots, après on vous demande votre code secret. C'est comme si vous avez votre portable, on vous demande votre code PIN, mais après. Mais avant cela, il faut mettre vos 12 mots. Donc il est arrivé que, comme j'ai dit, des personnes qui ont des crypto-monnaies depuis plus de 10 ans, ils ont juste eu leurs 12 mots, ils les ont gardés. Et comme la blockchain, c'est traçable et humiliable et c'est vraiment, on va dire, c'est un grand livre distribué. On regarde toutes les transactions sont suivies. Tout le monde peut les voir, c'est transparent par Internet. Donc, on voit que ces adresses-là ont acheté des crypto-monnaies depuis 10 ans. Et aujourd'hui, elles ont recommencé à utiliser leur adresse. Donc, les gens voient ces genres de déplacements-là. Donc, quand on le voit, c'est parce qu'ils ont pu garder leurs 12 mots, ils ne les ont pas donnés à quelqu'un d'autre. Alors que quelqu'un qui donne ces 12 mots-là à quelqu'un, ou parfois ça peut être 24 mots, il va perdre, on ne va pas dire toutes ces crypto-monnaies, mais l'accès. Oui. C'est-à-dire, en perdant l'accès, quelqu'un qui récupère ça, donc il peut vider son truc. Donc, c'est ça qui est un des principaux risques dans le domaine des crypto-monnaies, c'est-à-dire quand on achète ces crypto-monnaies, il faut savoir aussi les sécuriser. On peut aussi avoir, à l'exemple, comme j'ai dit tout de suite, des portefeuilles froids. On peut aussi avoir des portefeuilles papier. C'est-à-dire les 12 mots, on peut les écrire sur un papier et les garder quelque part. Mais là, on a d'autres risques qui atténuent. Et si vous perdez le papier, comment vous faites? Vous comprenez? Bien sûr. Et si vous perdez, ici le papier se mouille, se dégrade. Donc, il y a aussi des moyens, comme quoi des métaux précieux où on peut écrire les 12 mots. Et même on va dire, les enterrer, comme ce qu'on fait que pour nos vieilles dames parfois, etc. Donc ça arrive vraiment si quelqu'un vraiment a des fortunes colossales, parce que ça arrive garder des millions de dollars et qu'il ne veut pas perdre son argent. D'accord. Alors comment les plateformes d'échange de crypto-monnaies peuvent-elles renforcer leur sécurité pour éviter la vulnérabilité et les piratages? Parce qu'il y a des piratages qui ont été un problème majeur dans ce secteur quand même. Exactement. En fait, on va dire que les piratages sont souvent même très, très influents sur toute la communauté et sur la volatilité même, on va dire. Parce que récemment, on va dire, des grandes plateformes ont été piratées et que des gens, comme je disais, ont laissé leur argent dedans. Quand ces plateformes sont piratées, les gens qui ont laissé leur argent dedans, ils perdent leur argent. Donc ça revient à ce que je vous ai dit. Les gens qui ont pris leur argent de ces plateformes-là et qui les ont gardés dans leur portefeuille, qui gèrent eux-mêmes, ils n'ont pas été impactés par ces piratages. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas perdu leur argent. Alors que les gens qui ont laissé leur argent dans ces plateformes, dès qu'elles sont piratées ou elles sont fermées, ils ont perdu leur argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces plateformes aussi sont gérées par des personnes, c'est des business. Et parfois, ils peuvent manquer d'éthique, même partir avec tout l'argent de tout le monde, ou bien être piratés, même si ce n'est pas ça. Donc le meilleur, on va dire, moyen pour ces plateformes de quand même atténuer tous ces dégâts, c'est de mettre en place des dispositifs, par exemple des authentifications multifacteurs. C'est-à-dire lorsque quelqu'un se connecte à leur plateforme avec son adresse email ou son numéro de téléphone, faire une authentification multifacteur comme à l'adresse certaines adresses email, c'est-à-dire se faire connecter, donner la reconnaissance faciale pour se connecter, ou envoyer un message au numéro de téléphone, ou envoyer un email à l'adresse email. Ça, ce sera une étape après la connexion en tant que telle avec le mot de passe. Donc la plateforme peut mettre ça et la plateforme aussi peut essayer de divulguer quand même. Ce sera difficile pour la plateforme parce qu'on demande une transparence totale de divulguer tous ces fonds. Parce que, comme je disais tout à l'heure, une plateforme qui a beaucoup de milliards est sujette à beaucoup d'attaques. La plateforme aussi peut former ses employés, c'est-à-dire là, on sort carrément du domaine des crypto-monnaies. Là, on rentre dans le domaine de la sécurité. C'est-à-dire dans la sécurité, toute entreprise, que ce soit plateforme de crypto-monnaies ou pas, doit former ses employés aux bonnes pratiques de cybersécurité. C'est-à-dire ne pas laisser ses mots de passe partout, avoir des domaines d'accès privilégiés. C'est-à-dire celui qui fait juste la rédaction ne doit pas pouvoir avoir l'accès de l'administrateur, etc. Et aussi mettre en place des dispositifs anti-DDoS. DDoS, c'est-à-dire quand on redirige beaucoup de serveurs ou beaucoup de
des machines zombies vers votre plateforme risque de se crasher. Ouais. Je vais donner l'exemple le plus concret. Quand il y a des volatilités dans le marché, comme par exemple les cours de crypto-monnaie passent de ça à faire à x10 ou x40, ou bien le marché est vraiment, il subit un crash. Je ne vais pas revenir de pourquoi cette volatilité-là, mais quand ça arrive, les gens paniquent Ouais. et ont envie d'aller vers cette plateforme-là, retirer leur argent. Et quand ça arrive, le plus souvent, ce qui est la réalité, c'est que vous retrouvez que la plateforme où vous étiez connecté, vous êtes déconnecté. Et vous n'arrivez plus à vous connecter pour faire vos transactions. Donc, c'est parce que la plateforme a été attaquée. Tout le monde a essayé de venir en même temps. Donc, la plateforme n'a pas pu gérer cette surcharge-là. D'accord, d'accord. Alors, comment les régulateurs africains abordent-ils la réglementation des crypto-monnaies et de la technologie blockchain? Bon, en fait, en Afrique, en tant que tel, et même dans tout le monde, la crypto-monnaie n'est pas vraiment encore régulée. Donc, ça veut dire que les gens, ils travaillent encore, la banque centrale, ils travaillent encore. Je ne vais pas parler trop de la banque centrale parce que même eux, ils utilisent la blockchain alors qu'ils interdisent la blockchain à côté. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale qui sont en train d'être faites. Parce que, comme je vous avais dit tout à l'heure, on a découvert qu'à travers la blockchain, on peut faire des transferts de, par exemple, 30 milliards de dollars et payer moins de frais et le transfert peut arriver rapidement. Vous voyez, donc ils voient comment utiliser la blockchain pour aussi leurs transferts transfrontaliers. Donc ils utilisent ça, mais ils interdisent à côté. Parce que l'interdiction n'est pas, c'est pas quelque chose de mal, parce qu'il y a plus de gens qui tombent dans les pièges, comme je vous dis, les escroqueries, les arnaques, les fraudes, que des gens, parce qu'ils ne sont pas très bien éveillés sur le sujet, que vraiment, qui en tirent des avantages. Donc c'est bien aussi de réguler et d'interdire certaines plateformes qu'on voit qu'eux, ils sont là pour arnaquer. Donc actuellement, c'est l'Europe qui gagne quand même avec certaines réglementations qui viennent dans le milieu. Et l'Afrique n'a pas vraiment encore de réglementation, mais par contre, ils surveillent et ils y travaillent. Parce que j'ai vu récemment un document que la Banque centrale a fait pour la Banque centrale ouest-africaine, je veux dire, quand même pour voir comment réguler les entreprises qui travaillent dans les crypto-monnaies. Il y en a aussi, par exemple, on voit bien que des plateformes qui font comme des Ponzi, je ne sais pas comment on disait, plein de plateformes, plein de gens qui sont tombés dans le piège de Petron-Pay, je ne sais pas, qui mettent le nom de Bitcoin et crypto-monnaie derrière. Et en réalité, ce n'est pas Bitcoin et crypto-monnaie. Parce que la réalité, comme je vous ai dit, pour être plus concret, pour aider les gens, quand on achète aujourd'hui un Bitcoin, on nous envoie un Bitcoin à travers notre adresse. On connaît notre adresse parce qu'on a envoyé à une personne notre adresse pour qu'il nous envoie un Bitcoin. Il y a c'est-à-dire des explorateurs où on peut mettre notre adresse dessus et voir toutes les transactions qui ont été sur notre adresse de la création jusqu'à la fin. Et c'est ça la puissance de la blockchain. C'est-à-dire tout est transparent et tout peut se voir. Donc les gens qui sont rentrés dans ces arnaques-là, il suffisait juste de dire à la personne, bon, tu m'as envoyé un Bitcoin, ok, je vais vérifier dans mon adresse. Quand ils vont mettre dans cet Explorer-là, ils vont voir qu'en vérité, il n'y a rien dans cette adresse. Donc, ils vont comprendre que c'est une machinerie, c'est une arnaque, etc. Parce que tout est vraiment vérifiable, quoi. Ok. Alors, quelles sont les meilleures pratiques en matière de gestion des clés privées et de stockage sécurisé des crypto-monnaies, en particulier pour les utilisateurs non techniques en Afrique, quand même? Oui. Bon, c'est comme je disais, les meilleures pratiques, c'est quand même savoir comment être sa propre banque, c'est-à-dire savoir être comment décentraliser. Parce que c'est le principe au début de la création de la crypto-monnaie et de la blockchain, c'est être décentralisé. Parce que le principe en tant que tel, c'était de pouvoir s'envoyer de l'argent sans censure, sans organe central de contrôle. C'est-à-dire que si aujourd'hui je veux envoyer une crypto-monnaie, un Bitcoin à Adjara, je peux lui envoyer sans que la banque me dise oui, vous avez plafonné, oui, pourquoi cette somme, oui, d'où vient cet argent. Donc c'était ça le premier principe. Et ça, avec les plateformes, parfois, on est limité. Donc il faut revenir au concept de décentralisation, avoir des portefeuilles, on va dire, froids, des portefeuilles froids, c'est-à-dire un ledger. C'est un portefeuille qui est comme une clé USB. Et on peut mettre nos 12 mots dedans et voir toute notre fortune, ou bien avoir d'autres portefeuilles, c'est-à-dire, on va dire chauds. C'est-à-dire, on peut avoir, quand j'ai dit portefeuille chaud, c'est-à-dire que ces portefeuilles restent connectés à Internet, mais ils restent sous notre contrôle. C'est différent d'un portefeuille qu'on a à travers une plateforme de crypto-monnaie où on laisse nos fonds.
Parce que ces portefeuilles-là sont gérés par la plateforme. Nous, on laisse juste notre truc. Mais on peut avoir nos 12 mots et il y a des extensions sur les navigateurs Internet, comme on a les extensions sur Safari et Chrome. Et ces extensions-là sont des navigateurs aussi, sont des portefeuilles aussi. Mais ça, c'est des portefeuilles à chaud, mais juste qu'ils restent connectés à Internet. C'est encore plus dangereux. Pourquoi c'est plus dangereux? Pas plus dangereux qu'avoir dans une plateforme, mais je veux dire plus dangereux qu'avoir une clé Ledger, etc. C'est plus dangereux parce que notre ordinateur peut être piraté. Vous comprenez? Notre navigateur Internet peut être piraté. Et vous pouvez laisser votre ordinateur aussi, quelqu'un rentrer dans votre ordinateur et s'il connaît juste pas vos 12 mots, mais le mot de passe de votre portefeuille. Il peut rentrer dedans et récupérer vos 12 mots et partir. Donc c'est encore plus dangereux qu'avoir un portefeuille carrément qui n'est ni connecté à Internet ni rien. Par exemple, moi, le meilleur conseil même que je donnais aux gens, c'est si aujourd'hui, vous ne voulez pas faire de transactions sur Internet, parce que les gens qui ont des portefeuilles sur leur navigateur, souvent, c'est parce qu'ils font souvent des échanges de crypto-monnaies, parce qu'il y a plusieurs crypto-monnaies. Chaque année, il y en avait 5000, il y en a de plus en plus. Et je veux dire que chaque année, il y en a qui n'existent plus. Donc, les gens aussi doivent voir ce qui est un projet fiable ou pas projet non fiable. Donc, il y en a qui disparaissent aussi. Ça, c'est un autre aspect. Vous voyez? Donc, d'habitude, les gens, ils se connectent aussi. Ils laissent leur crypto-monnaie dans ces portefeuilles-là sur leur ordinateur pour pouvoir faire des transactions, pour pouvoir faire des échanges entre les autres crypto-monnaies ou autres. Mais si j'étais à une attaque aujourd'hui, leur navigateur est attaqué, ils ne peuvent plus avoir accès à leur crypto-monnaie. Ou bien, il y a ce qui arrive, on leur envoie des crypto-monnaies, on a accès à leur portefeuille. C'est dangereux pour eux, ils peuvent perdre leur fonds. Donc, le meilleur moyen de garder ces crypto-monnaies, c'est de garder ces 12 mots dans un endroit secret que personne ne connaît ou d'avoir une clé décentralisée qui n'est ni connectée à Internet, ni rien. Par exemple, on peut avoir, je donne un exemple, une fortune on va dire en CFA, équivalent de Bitcoin, 100 millions de francs CFA. Aujourd'hui, si je veux les transférer, aucun organe de contrôle, aucune banque, rien ne peut me l'empêcher parce que la blockchain me le permet. Mais je ne vais pas conseiller à quelqu'un de les garder dans une plateforme ou bien de les garder sur ordinateur. Je conseille quand même de générer un nouveau portefeuille, un nouveau wallet 12 mots, envoyer ces 100 millions-là dessus et ne plus jamais utiliser ce portefeuille-là. Quand je veux faire des transactions en crypto-monnaie, je prends un peu, peut-être, de ce que j'utilise. C'est-à-dire que ce sera plutôt un portefeuille comme un trésor qu'on garde, qu'on n'utilise pas, qu'on ne fait pas interagir avec les autres portefeuilles. Okay, donc, il faut toujours une vérification au préalable. D'accord. Alors, en quoi la blockchain peut-elle contribuer à l'inclusion financière en Afrique? Et quelles sont les initiatives les plus importantes? Bon, on va dire qu'en Afrique, il y a eu beaucoup d'initiatives quand même. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Il y a eu des arnaques et des fraudes, comme je disais. Beaucoup sont tombés dans le piège parce qu'on leur vend directement que mettez 100 francs, vous avez 1000 francs. Ça, je viens d'abord dire tout de suite avant de continuer que ça, c'est faux. On va dire que ça, c'est une arnaque, quoi. Si on vous approche pour vous dire mettez 100 francs, vous avez 1000 francs, sachez que c'est une arnaque. D'accord. On va dire que c'est possible, mais c'est mieux si vous le faites par vous-même. Parce que la personne qui vous le propose, si vous faites les mêmes recherches qu'elle, vous pouvez le faire par vous-même. Vous pouvez le faire par vous-même. Donc, la personne qui vous le propose, d'habitude, ça va marcher une fois, deux fois. Ça ne va pas marcher éternellement parce que, comme on dit en dicton en bourse, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ça va monter un moment et ça va retomber. Et quand ça va retomber, là, vous voudrez récupérer votre argent. Il va vous dire non, c'est mort. Donc, comme ce n'est pas votre argent et que vous avez confié votre argent à quelqu'un, il faut éviter ce genre-là. Ça, c'est les premiers red flags, c'est-à-dire carton rouge pour les arnaques. Donc, les utilisations à travers ça aussi qui se font. Moi, j'ai eu à participer à un exemple concret, c'est-à-dire l'organisation et la participation aussi en tant que panéliste au premier forum sur le Bitcoin au Sénégal, en Afrique, c'est-à-dire le Dakar Bitcoin Days, qui se fait de 2 au 3 décembre tous les ans. Il y aura aussi cette année une édition. Donc, c'est, on va dire, un forum pour éduquer les gens. Ce n'est pas pour dire aux gens, comme je disais, venez investir, vous allez gagner de l'argent. C'est pour d'abord les éduquer, ce qu'il y a de bon dans les crypto-monnaies, pourquoi, c'est quoi l'avantage de les utiliser, c'est quoi les risques, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Donc, avec tous les acteurs quand même internationaux qui sont invités, bon, on va dire les ténors, ceux qui ont travaillé dans la blockchain, les développeurs même, depuis le début, depuis plus de 10 ans. Donc, et aussi, on va dire que
celui qui a été à l'initiative et qui m'a invité à l'organisation de ce forum-là, il a installé aussi des points, on va dire, pas des points d'accès et de vente de crypto-monnaies, c'est-à-dire des points où quelqu'un peut venir payer en Bitcoin. C'est-à-dire, aux Almadies, il y a une crêperie où si vous allez, par exemple, un étranger vient, lui, il a des Bitcoins et il n'a pas de francs CFA. Il peut venir payer en Bitcoin et recevoir sa crêpe. Et d'autres points aussi, un artiste, un peintre, vous pouvez aller payer. Il en a installé déjà plus de 4. Aussi, il y en aura peut-être 21, Inch'Allah. Donc, il y a des points actuellement au Sénégal où on peut échanger et payer en Bitcoin. Le deuxième cas d'utilisation concret, lorsqu'on faisait notre forum, il y avait une statistique qui était sortie, c'est-à-dire il y a plus de 200 000 utilisateurs de crypto-monnaies au Sénégal. Mais les gens ne savent pas comment cette statistique est sortie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à cause de la régulation et de l'interdiction de parfois, comme la Banque centrale a tendance à taper sur le bâton avant même de comprendre, plein de gens utilisent cela de manière informelle. C'est-à-dire qu'il y a plein de vendeurs qui, si vous allez vers eux, ils vous vendent de la crypto-monnaie. Après, vous pouvez vraiment vérifier si c'est la vraie crypto-monnaie, comme je vous dis tout à l'heure à travers l'explorateur. Mais ils vous le vendent, c'est leur business en fait. C'est leur business. Et eux, ils ne savent pas c'est quoi la technologie, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent la crypto-monnaie au bas prix et ils revendent au prix. D'accord. Et comment la blockchain peut contribuer, tout à l'heure, comme je l'ai dit, peut contribuer à l'inclusion financière en Afrique en fait. Voilà, en fait, c'est ça que je disais. Bon, la plupart des gens qui sont non bancarisés, aujourd'hui, pour aller ouvrir un compte en banque, ils vont vous demander, comme je dis, votre paperasse de papier, identité, etc. Alors que pour la blockchain, c'est totalement différent. Dès qu'on a accès à Internet, bon, ce sera le seul frein. Quelqu'un doit avoir quand même accès à Internet. Et même encore, dans certains pays, on a développé une technologie où on n'a pas besoin d'accès à Internet pour avoir accès à un portefeuille en crypto-monnaie. On peut l'avoir à travers ce qu'on fait là, quand on n'a pas Internet pour Orange Money Wave. Vous voyez, ça s'appelle les USSD. Donc, pour ceux qui sont non bancarisés, déjà pour leur inclusion financière, ils peuvent générer un portefeuille de crypto-monnaie et tout de suite rentrer dedans. C'est-à-dire dire à quelqu'un qui a des crypto-monnaies qui veut leur envoyer, j'ai un portefeuille, c'est ça mon adresse, envoie-moi. Et rien ne va arrêter ces transactions. Ils vont recevoir les crypto-monnaies. Et là, vous avez vu, il n'y a pas de banque dedans, il n'y a pas d'organe central de contrôle, il n'y a rien. Voilà, c'est facile, ça se fait comme la création de toute application. Vous allez, si vous avez un iPhone ou un Samsung Android, vous allez dans, comme je dis, maintenant il y a plein d'applications où on peut créer son portefeuille, avoir ces 12 mots. Vous téléchargez l'application, ça dépend de votre connectivité Internet. En 2 minutes, vous l'avez, vous générez vos 12 mots. Et dès que vous générez vos 12 mots, vous avez aussi votre adresse de portefeuille. En fait, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'en générant vos 12 mots, vous avez multiples adresses de portefeuille. C'est-à-dire vous avez une clé privée qui sont vos 12 mots-là et multiples clés publiques qui sont vos adresses de portefeuille. C'est-à-dire vous avez comme un trousseau. D'accord. Votre trousseau, c'est votre clé privée. Et dans ce trousseau, vous avez plein d'outils qui sont vos clés publiques. C'est-à-dire, à chaque outil que je donne à quelqu'un, c'est ma clé publique où il peut m'envoyer à travers cette clé-là des crypto-monnaies. Donc, quelqu'un qui est non bancarisé, il n'a pas besoin de faire beaucoup aller vers plein d'organes centraux de contrôle pour avoir une adresse. Donc, il y a aussi plein d'exemples concrets à travers, comme je disais tout à l'heure, des microcrédits, des gens à l'extérieur qui financent quand même plein de gens pour l'agriculture à travers la blockchain et les crypto-monnaies. Franchement, tout le monde qui a la connexion à Internet peut être bancarisé s'il utilise la crypto-monnaie. D'accord, Tout le monde. d'accord. Alors, à quelles nouvelles menaces ou tendances en matière de cybersécurité liées à la blockchain et aux crypto-monnaies devrons-nous être attentifs? La principale menace que je reviens tout à l'heure, c'est les escroqueries, les arnaques, les fraudes. À part cela, on peut passer l'utilisation des crypto-monnaies et l'aspect spéculatif. C'est-à-dire la principale menace, c'est d'abord l'humain. Parce que quand l'homme, on lui dit directement, vous pouvez gagner de l'argent, beaucoup d'argent, donc il n'a plus trop ses esprits sur l'esprit d'analyse, est-ce que ça c'est bon ou c'est pas bon. Donc ça, c'est d'abord une menace. Et deuxièmement, la deuxième menace, c'est qu'il y a de plus en plus de plateformes qui prennent le nom de crypto-monnaie alors qu'ils n'ont rien de crypto-monnaie. C'est-à-dire, ils peuvent dire, on a un système de crypto-monnaie
vous faites ça, ça c'est des crypto-monnaies, ou c'est du minage, etc. Alors qu'il n'y a rien de crypto-monnaie dedans. Ils ont juste utilisé les termes pour faire valoir leur entreprise ou leur business. Donc ça aussi, ça revient au côté éducatif. Le premier truc à faire, c'est vraiment s'éduquer dans ce milieu-là. Parce que si on ne s'éduque pas, on est sujet aux arnaques. Et la troisième que je dirais, c'est, on va dire, pour le Bitcoin en tant que tel, il y a un grand risque. Ce n'est même pas l'Afrique, mais c'est mondial. Il y a l'attaque des 51%. C'est-à-dire que quelqu'un qui contrôle 51%, plus de 50% de l'activité du minage peut réécrire les transactions. Alors qu'à la base, ce qu'on avait dit, c'est que les transactions doivent être non modifiables, non altérables. C'est-à-dire l'immutabilité, le fait que ce soit immuable. C'est-à-dire vraiment, c'est un principe, mais on va dire que cette attaque 51% là est quasi impossible actuellement parce que, on va dire, ce qui sécurise le réseau, c'est, on va dire, surtout le Bitcoin, c'est des mineurs un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que ce soit au Sénégal, en Chine, en Afrique, aux États-Unis, chacun a sa machine qu'il branche et il branche sa machine, cette machine-là qui sécurise le réseau et il n'a pas intérêt à la débrancher parce que c'est aussi son gagne-pain. En sécurisant le réseau, il gagne des crypto-monnaies. Donc, il y a eu l'exemple avec la Chine quand ils ont voulu débrancher tous les mineurs parce que en fait, ces machines de minage-là consomment l'énergie. Ça aussi, c'est un risque, c'est un défi pour le monde parce que ces machines consomment de l'énergie, donc c'est toujours mieux de transporter ces machines vers un pays où ils consomment moins d'énergie. Quand la Chine a décidé de bannir le minage en Chine, ces mineurs-là ont déplacé leur activité. Ils sont allés aux États-Unis, au Texas, quand il y avait plus de... C'était plus conforme pour miner, niveau électricité, etc. Ici en Afrique, ça se fait aussi, des gens prennent leur ferme solaire pour essayer d'économiser niveau énergie pour faire leur machine de minage. Ça aussi, c'est un risque pour l'Afrique, on va dire, et c'est un défi. Parce que si l'Afrique prend le devant, parce qu'en fait, on va dire, l'Afrique, l'Internet, à ses débuts, l'année 2000, personne n'y croyait. Tout le monde disait, c'est quoi ça? Ça va finir bientôt. Internet va mourir. On a vu ça, vous pouvez regarder dans les anciens journaux, Internet va mourir, adresse email, quand c'est venu, adresse email va mourir. Mais nous, en grandissant, on s'est rendu compte que c'est ceux qui n'ont pas innové qui ont été laissés derrière. Par exemple, ce qu'on utilisait, MSN, etc., ou la boîte aux lettres a été remplacée par l'adresse email, etc. Et ce qu'on dit actuellement, comme on dit Bitcoin va mourir, etc., les crypto-monnaies, on sait très bien que ça ne va pas mourir. On sait juste que c'est les entreprises qui disent ça pour que les gens aient peur et qu'ils se positionnent très bien, parce qu'ils sont en train de se positionner quand même, et qu'ils prennent le devant, mais que ça ne va pas mourir et que de plus en plus on utilise la blockchain dans l'agriculture, dans la finance, dans même les systèmes de vote, parce que ça peut être pour garantir la transparence. Dans l'agriculture, je disais aussi, pour garantir ce qu'on mange de la ferme jusqu'à l'assiette. Est-ce que ce qu'on a mangé là, cette tomate-là, comment on l'a cultivée, et savoir mettre tout le cheminement, et savoir pourquoi elle a été contaminée ou pas, pourquoi je l'ai mangée, si tombée malade, etc. Et aussi, on va dire, comme je disais tout à l'heure, les défis énergétiques, je le disais toujours, ce sera le principal défi pour la blockchain et les crypto-monnaies. Alors, comment les innovations technologiques dans le domaine de la blockchain peuvent-elles contribuer à lutter contre ces fraudes-là? Actuellement, même avec l'intelligence artificielle, ça y contribue beaucoup. Et avec la blockchain, normalement, juste la blockchain pouvait lutter contre ces fraudes. Parce que la blockchain, comme je disais, c'est un grand livre distribué. Toute personne qui veut vérifier si quelque chose n'est pas une fraude peut aller juste mettre son adresse sur l'Explorer de la blockchain qu'elle utilise, voir les transactions, voir tout. Donc, l'innovation technologique, c'est-à-dire aussi quand l'on vous présente un projet, vous regardez le white paper, ça revient à ce que je disais depuis le début de notre rencontre tout de suite. Un white paper, c'est-à-dire quand un projet, il vient, et personne ne le connaît, il fait ce qu'on appelle un white paper, c'est-à-dire un livre blanc en français, pour dire c'est ça mon projet, c'est ça la définition, c'est ça les objectifs, c'est ça, ça. Donc, il faut le soumettre à quelqu'un qui se connaît, pour lui demander qu'est-ce que vous pensez de ce projet, c'est quoi les red flags, c'est quoi les cartons rouges, pourquoi ce projet-là ne va pas avancer, c'est quoi la distribution des jetons. Parce que les projets, quand ils naissent, ils disent qu'on va créer autant de jetons, autant de crypto-monnaies, on va distribuer tant à notre équipe, on va distribuer tant
à l'équipe marketing, on va distribuer tant aux premières personnes qui utilisent. Donc ça, il faut le savoir avant d'investir dans un projet aussi. Et on va dire que quelle innovation technologique aussi peut aider à détecter, à détecter une fraude. Actuellement, il y a des extensions qui le font sur les navigateurs. C'est-à-dire, il y a plein de projets, des extensions qui sont des extensions de sécurité Web3, on les appelle comme ça, des extensions de sécurité pour le domaine de l'Internet décentralisé, qui vous permettent, à chaque fois que vous cliquez dans une plateforme décentralisée, il va vous dire, bon, attention, cette plateforme-là a eu une attaque. Attention, si vous cliquez sur ce contrat-là, vous allez vider votre portefeuille, ou bien ils vont prendre accès à votre portefeuille, etc. etc. Donc, ce n'est pas des choses qui sont en fait fermées. C'est toujours en perpétuelle évolution. Parce que c'est un domaine nouveau quand même. C'est un domaine nouveau et que les gens utilisent ça. Donc, il y a toujours, on ne va jamais dire qu'il n'y a jamais de risques. Moi, tous les jours, je suis en perpétuel. Chaque jour, j'apprends de plus en plus. Et je ne vais jamais dire que je connais tout, mais plus j'apprends, plus je me dis qu'il ne faut pas arrêter d'apprendre. Parce que ce milieu-là, de plus en plus, les gens sont à l'aise à utiliser. De plus en plus, les cyberattaquants aussi développent de nouvelles attaques pour nous attaquer. Donc, parce que aussi, c'est leur gagne-pain. Ils sont là pour attaquer facilement et prendre l'argent de quelqu'un, malhonnêtement. D'accord. Alors, Seydina, nous sommes presque au terme de notre émission. Votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, c'est que je suis très honoré et ravi de cette initiative parce que c'est quelque chose sûrement qui va aider les gens à mieux comprendre ce qui découle des crypto-monnaies, de l'écosystème, un peu de notion de l'écosystème des crypto-monnaies, du Bitcoin, etc. Et c'est quelque chose qui doit se faire de plus en plus, c'est-à-dire avant même que quelqu'un dise qu'il veut investir ou il veut utiliser les crypto-monnaies, il doit d'abord aller s'éduquer sur ce qui est. Ça peut prendre tout le temps qu'il faut, hein. Il peut prendre 2 ans pour s'éduquer. Il ne va jamais rater l'aspect financier. Parce que l'aspect financier des crypto-monnaies, c'est-à-dire que c'est toujours un cycle. Et ce cycle-là ce cycle-là n'est jamais en retard. Il y a plusieurs branches quand même, hein. Donc j'invite les gens qui sont dans l'informatique et aussi qui ne sont pas dans l'informatique à s'approcher de cette technologie, à beaucoup en découvrir et aussi même ceux qui sont dans l'administration pénitentiaire pour aider aussi les gens qui sont victimes d'arnaques à la cybersécurité. Je les invite à se rapprocher des consultants en cybersécurité pour savoir comment fonctionne une blockchain et comment les fonds qui sont volés en crypto-monnaie sont retirés pour pouvoir suivre ces fraudeurs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation, Soden Ndiaye pour la coordination. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission TIGLAP. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Au revoir.